8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le club de la presse européen, nos deux plumes du jour, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. Bonjour mesdames. Bonjour. Et mesdemoiselles, pardon. Deux thèmes pour vous qui font l'actualité. C'est interdit, Dimitri. Ah, On n'a pas le droit là. Ah bah oui, ça sous-entend une conversation sur vos statuts maritales. Bref, on laisse tomber. Parlons plutôt de nos sujets du jour. La valeur travail, ça travaille la gauche justement, très intéressant, beaucoup à dire. Et l'immigration. Jeudi dernier, Emmanuel Macron, devant les préfets, a plaidé pour une meilleure répartition des immigrés sur le territoire français. Alors il explique, quand on relit le verbatim de sa déclaration, que c'est justifié par le fait de la très forte pression migratoire qui pèse sur le pays. Et comme cette immigration se concentre dans nos métropoles, voilà, il faut répartir la charge. Éparpillé façon puce, l'aurait peut-être dit Audiard il y a quelques années. Voilà. Voilà. Et donc, on a une illustration dans l'actualité des répercussions potentielles d'une telle politique dans les Côtes d'Armor, dans ce petit village de Callac. Manifestation d'opposants à l'ouverture d'un centre de réfugiés, c'était samedi, et une contre-manifestation simultanément. Carole Barjon, je commence avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans cette idée du repeuplement des campagnes par des immigrés ? Enfin, peut-être qu'est-ce qui va aussi comment comprendre qu'Emmanuel Macron remette cette idée sur la table ? Vincent Trémolet de Villers nous rappelait qu'il y a 8 ans, elle avait été déjà formulée par Manuel Valls, il y a 20 ans par Jean-Pierre Raffarin. Ça revient régulièrement. Alors, il y a deux choses, il y a plusieurs choses dans cette affaire. Vous avez évoqué le reportage qui est paru dans le Figaro sur Callac, où effectivement il y a une fondation ou un fonds de dotation privée qui a passé un partenariat avec le maire pour accueillir un certain nombre de réfugiés dans ce village de 2200 habitants. Ça, c'est une chose, mais... Réfugiés politiques, hein. Il s'agit, voilà, c'est ce que j'allais dire, il s'agit de réfugiés. Dans ce qu'a dit, alors bon, ça pose quand même le problème de est-ce qu'il y a une privatisation un peu d'un domaine régalien, une délégation de la politique migratoire, façon resto du cœur, mais dans le domaine de l'immigration. Donc ça, c'est bon, ça soulève cette question-là. Bien, on voit que à travers ce reportage que la population s'inquiète, s'angoisse, il y a des pétitions, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Macron, lui, a parlé d'étrangers. Alors, est-ce qu'il n'a pas été suffisamment précis dans ses propos ? Est-ce qu'il s'agit effectivement de répartir sur le territoire tous les étrangers qui arrivent en France, qui obtiennent des visas, et pas seulement les réfugiés ? Je rappelle que les réfugiés, c'est 40 000 l'an dernier, par exemple, les réfugiés politiques, ceux qui ont obtenu le droit d'asile. Donc, et il y a déjà, les concernant, une directive qui fait qu'ils sont déjà répartis. Donc ça, c'est pas très nouveau concernant les réfugiés. Si on comprend bien ce qu'a voulu dire Macron, qui a utilisé, lui, le terme d'étranger, sans préciser, voilà, s'il s'agissait de gens qui obtenaient des visas, etc., au-delà des réfugiés, là, ça veut dire que ça va être une politique, de peuplement. Merci. Alors, c'est très important, toutes ces précisions que vous donnez. Charlotte Dornelas, je sais que vous êtes aussi experte de ces questions d'immigration. Alors, Carole Barjon dit que c'est 40 000 réfugiés l'an dernier qui ont obtenu, pour des demandes qui sont 3 fois plus élevées à peu près. Mais c'est pas toute l'immigration, évidemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron, on suppose qu'il pense à ces 40 000-là, ou l'immigration en général ? Emmanuel Macron n'est jamais très précis sur ce sujet. On le sent moins intéressé que d'autres par la question. Mais lui parle de la pression que ça fait peser. Donc c'est évident que la pression qui fait peser, tous les reportages qu'on voit, c'est énormément de personnes qui sont rentrées clandestinement, qui sont ou pas en demande d'asile et qui, dans la plupart des cas, puisque ce sont les chiffres qui nous le disent, seront déboutés du droit d'asile et sont impossibles à expulser, selon les mots mêmes de son ministre de l'Intérieur encore récemment, qui disait il faut mettre cette procédure sur la table, c'est impossible d'y arriver. On a tous en tête quand même le fiasco autour de l'imam, où le ministre de l'Intérieur lui-même se met matin, midi, soir, mais tout son ministère au service du truc et n'y arrive pas. On comprend que c'est difficile. Je note par ailleurs que même le statut de réfugié, aujourd'hui, sur la question de la procédure, pose problème. Évidemment qu'en soi, la question des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui rentrent très directement dans le cadre du droit d'asile, ne pose de problème à personne. D'ailleurs, personne ne remet en cause le droit d'asile strict. Le problème, c'est que pour prendre un
un exemple évidemment c'est une filière comme une autre aujourd'hui. Qui ne pèse pas sur tout le monde, c'est évidemment Personne ne remet en cause, mais dans ce village par exemple, il s'agit bien de réfugiés. Pourquoi, justement ? Et ils ne veulent pas les accueillir. Pourquoi ? Parce que le statut de réfugié, c'est-à-dire initialement les combattants de la liberté, alors vous allez me dire c'est un terme assez vague. Oui, c'est Solzhenitsyn, le réfugié politique. Voilà, initialement c'est Solzhenitsyn, et qui s'est peu à peu étendu à beaucoup d'engagements politiques différents. Il n'y a pas nécessairement directement de menaces de mort ou de nécessité impérieuse de venir en France, mais la définition s'est étendue. Je vous rappelle quand même que la famille de l'assassin de Samuel Paty était sous le statut de réfugié contre l'avis de l'OFPRA sur décision de la Cour nationale du droit d'asile. Donc il avait le statut de réfugié. Depuis l'affaire de Samuel Paty, ils sont retournés en Tchétchénie. Donc réfugiés, mais enfin apparemment ils n'étaient pas non plus menacés directement. Si on fait une lecture un peu politique de ce qui se passe à Callac, bon, on a cette chorégraphie classique. D'un côté, les inquiets du grand remplacement, de l'autre, ceux qui disent oui, mais non, tout ça, ce sont des fascistes, ceux qui ont peur ou qui ne veulent pas de ces immigrés. Et on a les paroles des gens du village qui sont citées par le Figaro, des gens qui disent nous, on a 18% de chômeurs dans le village, on nous dit que ces gens vont prendre des emplois dont on ne voudrait plus, dont les jeunes Bretons ne voudraient plus. Non, c'est faux. Il y a des tas de gens ici qui cherchent un emploi, dans les EHPAD par exemple, et tout le monde ne trouve pas un emploi. Bon voilà, il y a tous ces aspects-là qui viennent se mélanger les uns aux autres, Carole Barjon. En clair, ce qu'on comprend, c'est que ils craignent qu'au fond, ce qui se passe en Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis, s'exporte dans les campagnes. Et même François Bayrou, qui est un allié politique d'Emmanuel Macron, a mis en garde hier en disant si on agite le spectre du grand remplacement, il ne faudra pas s'étonner, en gros, qu'éventuellement le Rassemblement national arrive au pouvoir comme en Suède. Bon, il n'est pas au pouvoir en Suède, il soutient le nouveau gouvernement. Mais en clair, ça veut dire que les habitants ont besoin d'être rassurés, notamment sur la maîtrise de la langue française. Est-ce que ces gens arriveront en maîtrisant le français, en ayant une formation professionnelle ? C'est ce qu'a dit le président de la République dans son discours devant les préfets la semaine dernière. Mais on attend effectivement des précisions, c'est-à-dire est-ce que ça va être fait, comment, dans quelles conditions, et est-ce que ce sera préalable à la décision ensuite de déplacer ces gens. En tout cas, l'expression de peuplement est quand même symboliquement extrêmement forte. Est-ce que vous pensez que l'immigration est devenue la question politique centrale ? C'était la conclusion tout à l'heure de l'édito de Vincent Trémollet-Villers. C'est une question politique centrale qui, à chaque fois qu'on a un débat... Lui disait c'est la question centrale. Oui, mais à chaque fois qu'on a un débat public au moment d'une élection, tout le monde nous explique par A plus B pourquoi en fait c'est pas si central que ça, pourquoi en fait ça n'intéresse pas vraiment grand monde, et pourquoi il faut surtout pas que l'élection se joue là-dessus. Pourquoi ? Précisément parce qu'on a un débat complètement binaire depuis des années, où il y a les gens contre et les gens pour, et si vous avez le malheur de dire on a quand même un problème, et simplement commencer par là, vous êtes déjà dans le camp des fachos, comme ça c'est beaucoup plus simple, ça rend impossible la discussion, et je note simplement que Emmanuel Macron en parle extrêmement rarement, et je pense que ça participe aussi de l'énervement, c'est que quand vous n'en parlez pas, que vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit régulièrement ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à gérer les entrées, une fois que les gens sont là et qu'on les déboute du droit d'asile, on n'arrive pas à les sortir. Puis là, Emmanuel Macron en parle indirectement aux Français, puisqu'il s'adresse au préfet, en fait. En plus, il s'adresse au préfet, et tout à coup, dans la bouche à la fois du président de la République et dans notre débat public, surgissent des noms de villages ou de petites villes qui n'intéressent jamais personne le reste du temps, et tout à coup, c'est à eux de participer. C'est toujours à eux de faire tous les efforts du monde. Et il en parle pas directement aux Français. Cette fois-ci, c'est vrai. Et souvent, c'est vrai sur ce sujet-là, on le sent un peu gêné aux entournures. Malgré tout, il a annoncé au préfet qu'un projet de loi serait déposé là-dessus sur ce sujet début 2023. Et je précise que la politique de peuplement, entre guillemets, ça ne serait pas dans le projet de loi. Ça, c'est important. Il le dit quand même. Il le dit. C'est une réflexion que nous devons avoir. Mais il n'est pas prévu à ce stade que ça figure dans le projet de loi de 2023. En revanche, comme il a dressé quand même un constat d'échec devant les préfets, parce qu'il faut bien le dire, il a quand même dit aujourd'hui, je le dis, force est de constater que je n'ai pas réussi à changer les choses. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que il a cédé à sa première ministre Elisabeth Borne sur le fait de repousser ce texte
dont Gérald Darmanin voulait qu'il soit examiné très vite, à l'automne. Donc, il a cédé à sa première ministre sur le calendrier. En revanche, sur le contenu du projet, moi, d'après ce qu'on me dit, en tout cas à l'Élysée, il veut assez considérablement durcir la législation. Bon, travail à gauche, on ne va pas avoir le temps d'en parler. C'est fort dommage, il y avait tant à dire. La gauche qui déconstruit la valeur travail. J'aimais bien cette formule, je vous la donne juste. C'est pour me donner matière à réflexion à nos auditeurs. Jusqu'à présent, la gauche voulait libérer le travail. Elle se battait pour améliorer les conditions de travail, le partage des emplois, etc. Aujourd'hui, elle entend nous libérer du travail. Et elle voulait par ailleurs émanciper l'homme précisément par le travail, qui était une forme d'accès à la liberté. Voilà, écho à la proposition de Sandrine Rousseau d'inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. On se le garde pour la semaine prochaine. D'accord. D'ici là, 50 sujets, on aura oublié. Mais j'aimerais bien qu'on l'aborde parce que c'est un sujet éternel entre les deux gauches. Voilà. Et qui donne le là dans ce débat, encore une fois, Sandrine Rousseau. Voilà. Décidément, elle est extrêmement forte. Très forte. Merci à toutes les deux. Carole Barjon de l'Obs, Charlotte's Actuelles. Charlotte Dornelas, on va très bien. de Valeurs Actuelles. Bonne journée à toutes les deux.